Bien, alors je voulais à mon tour remercier nos doctorants du CRJP, organisateurs de ce colloque. Véritablement, tant l'organisation qui est aux petits oignons que la qualité scientifique des premières interventions de ce matin sont à saluer. Euh, Ils n'ont rien à envier à leurs aînés titulaires, vraiment. Ça force l'admiration. Grand merci. Alors j'imagine que Laurence a beaucoup aidé et il faut également remercier Laurence. Euh, eh bien, nous y voilà. Euh, c'est l'heure. Nous allons parler du principe de précaution. J'imagine, puisque cette séance 3 intitulée La nécessaire mise en place de mécanismes protecteurs préventifs face aux risques climatiques appelle évidemment de parler du redoutable principe de précaution. Enfin, je m'avance un peu, mais j'espère quand même qu'il sera au moins évoqué dans les 4 interventions qui vont se dérouler dans cette séance. J'espère, car je note un certain recul, du moins dans la doctrine, de ce principe de précaution dont le cliché, rappelé ce matin d'ailleurs par notre doyen, d'un principe qui serait frein à l'innovation, cliché qui a peut-être d'une certaine manière gagné la bataille des idées. C'est bien dommage, d'autant plus qu'il me semble que c'est moins un frein à l'innovation en réalité qu'un problème assez classique de concrétisation du droit, bien vu par notre collègue allemand Friedrich Müller, qui montre effectivement que, notamment pour le principe de précaution, lorsqu'on en vient à le mettre en place, selon sa notion, le concrétiser, on se heurte davantage à une bureaucratie, à un rationnel légal, comme le dirait évidemment, ça y est, son nom m'échappe. Bref, ce n'est pas grave, je le redirai, ça reviendra tout à l'heure. Un problème de concrétisation qui est dû à une bureaucratie, à une manière d'appliquer administrativement par des normes un principe qui appelle avant tout, non pas une stricte application du droit, mais une éthique. C'est comme ça qu'il a été pensé, notamment chez Jonas, à travers l'heuristique de la peur, d'une manière éthique non séparée du juridique. Pour cela, ça nécessite un peu de prise de hauteur, et je pense que c'est nécessaire pour penser les risques climatiques, dont d'ailleurs tous ne se valent pas. Il me semble que nous aurions intérêt à réfléchir à une typologie des risques climatiques et ainsi, sur l'assise de cette typologie, à envisager de réfléchir à la notion même. Le titre du colloque nous y invite en mettant entre parenthèses le pluriel de ces risques climatiques. Concevoir la notion nous permettrait de penser ensemble les différents risques climatiques et surtout d'avoir une approche, notamment une approche systémique et une approche de pensée complexe qui me semble nécessaire pour relever le défi intellectuel, bien sûr, qui est d'abord le nôtre et qui est souvent passé sous silence. Ce n'est pas qu'un défi humain, de civilisation, de société, c'est aussi un défi intellectuel que de penser ces risques au pluriel et une nouvelle notion de risque climatique. Et pour cela, il faut vraiment que les juristes continuent de s'ouvrir à d'autres disciplines, soient source de créativité, en passant notamment par des lectures diverses et variées, en n'oubliant pas la vertu doctrinale de notre travail, car c'est l'un des thèmes qui appelle effectivement une analyse experte, une analyse d'experts, mais j'espère néanmoins qu'il ne faille pas s'y résoudre et que nos doctorants qui sont appelés à soutenir leur thèse n'oublient pas cette dimension doctrinale nécessaire qui nous conduit à ouvrir le droit au-delà de la simple analyse experte. Alors peut-être est-ce là le chemin emprunté par nos 4 intervenants, je l'espère, car penser la prévention, la précaution
invite naturellement à ouvrir à l'éthique notamment, et puis plus généralement à l'analyse contextuelle et sociale. Alors nous allons commencer avec Sania Hamou-Mamar, qui va intervenir sur les entreprises et les risques climatiques, en revenant sur le rôle clé des entreprises dans la gestion des risques climatiques causés par leurs activités. Alors, on m'a demandé d'être le gardien du temps. Ce ne sera donc pas une séance débonnaire. Je fais référence à mon collègue Dominique. Donc, c'est parfait, puisqu'il est 45. Donc, vous avez un quart d'heure pour ce sujet. Merci à vous. Bien, merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les risques climatiques constituent un réel danger pour nos sociétés. Ce constat ne cesse d'être rappelé. Il a été très récemment dans le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié le 28 février dernier, qui nous informe que pour la période de 2021 à 2040, nous avons déjà émis trop de gaz à effet de serre. Et les entreprises participent grandement à l'émission de ces gaz. Alors la notion de risque étant au cœur des préoccupations des entreprises, elle justifie que certaines actions soient prises par celles-ci pour permettre de contourner, ou du moins de réduire ces risques, puisque l'objet de cette contribution sera de mettre en avant la difficulté pour les entreprises de se prémunir totalement des risques climatiques. Les entreprises ont depuis longtemps pris conscience de l'enjeu climatique et en ont fait une préoccupation majeure. Elles ont su s'adapter et faire évoluer leur gestion des risques climatiques, conscientes qu'ils pouvaient impacter fortement leurs activités et donc leur productivité. Mais cette contribution adoptera un point de vue externe, avec cette fois-ci le regard des entreprises porté sur nos sociétés contemporaines, dont elles sont évidemment un acteur clé. Dès lors, il y a plusieurs questions qui se posent. Quel rôle jouent les entreprises en matière de gestion des risques afin de limiter leurs activités sur l'impact de leurs activités sur l'évolution des risques climatiques? De quels moyens disposent-elles? Et surtout, doivent-elles voir leurs responsabilités engagées si elles ne le font pas ou si les objectifs fixés ne sont pas atteints? Alors, toutes ces questions conduisent à évoquer la notion de RSE, d'origine anglo-saxonne, la Corporate Social Responsibility, dont la traduction est parfois incomplète, voire même inexacte. Par exemple, le Code de commerce la traduit comme étant la responsabilité sociétale des entreprises. Pourtant, l'adjectif sociétal accolé à responsabilité apparaît comme se limitant aux engagements sociétaux et donc faisant l'impasse sur l'environnemental et le social qui sont pourtant essentiels. D'autre part, le terme responsibility n'a pas le même sens juridique qu'outre-Atlantique. Donc il ne faut pas entendre responsable au sens de la responsabilité civile que l'on connaît, mais, et donc avec l'idée de rendre systématiquement responsable l'entreprise de tout risque environnemental, mais d'entendre le terme responsable de façon plus globale et donc d'intégrer les prises d'initiative ou encore le fait d'assumer telle ou telle décision. Et c'est d'ailleurs la définition utilisée par la Commission européenne de la RSE qui nous semble la plus appropriée, puisqu'elle la définit comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Les entreprises doivent donc, et ce au travers de leur gouvernance d'entreprise dite durable, prendre des initiatives, assumer des décisions qui vont permettre de limiter l'impact de leurs activités sur les risques climatiques et donc sur nos sociétés. Alors, la question est la suivante. La gestion des risques climatiques par les gouvernances d'entreprises durables est-elle suffisante pour limiter ces risques? Pourquoi s'interroger sur cette question? Eh bien, parce que les moyens de gestion des risques utilisés par ces gouvernances d'entreprises durables ont évolué et ont conduit également à la modification de certains concepts, et notamment du concept de RSE. Donc il convient de s'interroger sur l'évolution de ces moyens, au vu notamment de la montée en puissance de nouveaux risques climatiques, et de s'interroger sur le fait de savoir si ces moyens sont efficaces déjà pour lutter contre les risques actuels, mais également contre les risques nouveaux. On verra donc dans un premier temps que l'adaptation des moyens de gestion des risques peut être discutée, et ce, dans un deuxième temps, au regard de leur efficacité.
Tout d'abord, à l'origine, les démarches volontaires des entreprises apparaissaient efficaces. Pourtant, on l'a vu dans un second temps, on a constaté une adoption toujours plus nombreuse de dispositions législatives. Cette prise donc de conscience précoce des entreprises de l'impact de leurs activités sur l'environnement a été un élément déterminant dans l'élaboration du concept de RSE. Les entreprises ont très vite compris que la RSE, également dans sa dimension environnementale, est une opportunité de création de valeur, et ce, en raison des enjeux de réputation et d'attractivité pour les entreprises. Donc, les gouvernances d'entreprises durables ont pris des décisions de façon volontaire prise de décision qui ont joué un rôle clé dans le développement de ce concept de RSE. Et ces prises de décision ont servi ensuite de modèle et ont permis une diffusion généralisée des pratiques et des initiatives en matière environnementale, et ce, à tout type d'entreprise. Alors, concrètement, les gouvernances d'entreprises durables ont généralisé, par exemple, la pratique de cartographie des risques ou encore le bilan carbone d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont tous deux des outils d'aide à la décision, des outils de pilotage, ce sont des méthodes développées par les entreprises qui leur permettent de mesurer et puis effectivement d'agir ensuite en conséquence, et notamment d'agir sur leur production de gaz à effet de serre, entre autres. Autre démarche notable des gouvernances d'entreprise, c'est l'adoption et la diffusion des codes de bonne conduite, dont vont petit à petit se doter la majorité des entreprises. Et on le voit au regard des chiffres, le résultat de ces démarches est sans appel. On peut citer par exemple un rapport de France Stratégie publié sur la plateforme RSE qui nous indique, en matière de transport, donc d'entreprises spécialisées dans le transport, la différence de résultats entre les sociétés engagées dans la RSE et celles qui ne le sont pas est particulièrement marquée. On dénombre 61% des entreprises impliquées dans la RSE qui mettent en œuvre un management environnemental via une gouvernance d'entreprise durable et qui vont comptabiliser une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60%. On a donc une efficacité remarquable. Et donc ces initiatives volontaires s'appliquent évidemment sur l'obligation naturelle, mais apparaissent efficaces dans la lutte contre les risques climatiques, puisque ensuite, nombreuses sont les entreprises qui se sont alignées sur cette voie. Et on peut dire que les gouvernances d'entreprises durables jouent le rôle de législateur privé. Mais le législateur, tel qu'on le connaît, a entendu encadrer de plus en plus ces démarches volontaires. Alors, avec par exemple l'édiction de normes de référence pour le management environnemental, ce sont les normes ISO, qui formalisent la mise en œuvre du principe de due diligence en matière de RSE et qui prévoient un système de vérification pour s'assurer que les entreprises sont bien dans une démarche d'amélioration de façon continue de leur performance environnementale. S'ensuivent l'adoption de nombreuses dispositions auxquelles les entreprises doivent se soumettre. On peut compter par exemple les lois Grenelle qui renforcent les pressions sur les entreprises en matière de gestion environnementale, les accords de Paris en 2016 qui imposent une diminution considérable des émissions de gaz à effet de serre, la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, la loi Pacte de 2019 qui consacre, elle, un socle minimal d'intégration des dimensions RSE dans la conduite des affaires des entreprises, et enfin, la dernière en date, la loi Climat d'août 2021 qui impose un objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Alors les entreprises font face à une multitude de dispositions de plus en plus nombreuses, toutes contraignantes, et on peut dire que le droit souple co-régulé des gouvernances d'entreprises durables subit une forme d'invasion de droits durs, contraignants, lourds pour les entreprises et qui vont imposer des objectifs en matière de gestion des risques climatiques qui sont parfois difficiles à atteindre pour toutes les formes d'entreprises. On arrive à un constat, les entreprises se voient donc légalement contraintes d'assurer la conformité de leurs activités aux multiples exigences législatives. Et on peut s'interroger donc sur l'efficacité de cette volonté d'encadrement. En effet, cette efficacité pourrait être remise en cause au regard du comportement des entreprises face à cette RSE de plus en plus contraignante et d'autre part, au regard de l'arrivée de nouveaux risques climatiques. L'adoption d'autant de dispositions environnementales a transformé la RSE et l'a conduite à une évolution vers du droit dur, donc de la hard law. Les obligations législatives en matière de RSE ont entraîné la production de rapports très normatifs
dont les entreprises considèrent qu'elles sont parfois trop indigestes. La RSE devient donc un exercice imposé, contraint et normatif. Certains la définissent même comme un immense puzzle composé de pièces venues d'horizons différents, dont il incombe aux gouvernances d'entreprise d'en rassembler les pièces, qui est un exercice compliqué. Les effets néfastes d'une RSE plus contraignante se perçoivent notamment au regard des comportements des gouvernances d'entreprise et des entreprises qui pratiquent la technique du greenwashing. Donc c'est le fait d'apparaître comme étant conforme aux valeurs du développement durable en adoptant une stratégie de communication de marketing qui vise à faire croire que l'entreprise a une politique éco-responsable. C'est le cas par exemple de l'entreprise Total. Pourquoi les entreprises pratiquent du greenwashing? Eh bien parce que souvent, leur objectif de productivité est incompatible avec les obligations qu'on leur impose. C'est l'exemple typique de Total. Ces politiques de production sont totalement incompatibles avec les accords de Paris qui obligent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a découvert par exemple en 2018 que Total n'avait en réalité investi que 271 millions d'euros dans ses projets renouvelables, ce qui équivaut à 1,9% de ses investissements bruts totaux, ce qui est relativement faible. Donc l'efficacité de ces diverses mesures prévues et obligées aux entreprises peut être remise en doute quand on revoit les résultats sur le climat aujourd'hui, quand on voit le comportement des entreprises et surtout la montée en puissance de nouvelles formes de pollution qui sont parfois nées de la pratique de certaines mesures mises en place et obligatoires pour lutter contre les risques climatiques. En effet, par exemple, pour lutter contre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a pu imposer une obligation de dématérialisation et l'utilisation des nouvelles technologies. Le revers de la médaille, c'est l'apparition d'un nouveau risque impactant de plein fouet le climat, qui est la pollution numérique. Un rapport du Shift Project de 2019 révèle par exemple que le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, alors que, pour comparer, l'aérien, lui, ne génère qu'entre 2,7% et 4,9% des émissions de gaz à effet de serre. Et avec une augmentation annuelle d'une consommation énergétique de 9%, le numérique pourrait atteindre en réalité 8% du total d'ici 2025, ce qui équivaut à la part actuelle des émissions en gaz à effet de serre des voitures en France. Les entreprises, face à ce nouveau risque, ont donc un profond travail de mutation à réaliser. Alors, bien que l'impact du numérique soit encore peu mis en avant actuellement, certaines entreprises ont déjà pris conscience de ce risque, de cette arrivée de montée en puissance de la pollution numérique. Et pour le contrer et pour adapter leur stratégie, elles vont réadopter le même état d'esprit et le même positionnement qu'au début des années 2000 avec la création de la RSE. Elles vont renouveler leur démarche volontaire et vont commencer à s'inscrire dans une démarche de sobriété numérique. Elles vont édicter un ensemble de techniques qui visent à réduire l'empreinte environnementale du numérique tout en tentant de rester compétitif. On peut citer en exemple l'entreprise Scaleway, donc dans le Val d'Oise, qui a mis en place ses propres systèmes pour réduire la consommation d'énergie de ses data centers et par conséquent de diminuer considérablement sa pollution numérique. Pour conclure, il apparaît donc clair que les entreprises, à travers leurs prises de décision et les prises de décision donc des gouvernances d'entreprises durables, jouent un rôle primordial en matière de gestion des risques climatiques. Pourtant, malgré ces efforts considérables des gouvernances d'entreprises pour s'inscrire dans une politique environnementale en adéquation avec les attentes gouvernementales, le résultat reste décevant. Alors face à cette insuffisance, qui pourrait être considéré comme responsable ? Devrait-on engager la responsabilité des gouvernances d'entreprise? Si oui, comment? Pourrait-on éventuellement invoquer une faute personnelle des dirigeants de l'entreprise pour une violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou bien une violation des statuts, ou encore une faute de gestion? Toutes ces questions restent à l'heure actuelle encore en suspens. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'une violation directe liée à l'absence totale de prise en compte des enjeux environnementaux, d'autant plus qu'on le voit, face à l'apparition de nouveaux enjeux, les entreprises continuent de faire preuve d'initiative personnelle en innovant, car c'est bien dans la recherche constante du progrès que l'entreprise peut contribuer à protéger l'environnement. Je vous remercie.